Never would you talk dirty. Il y a trop de bruit dans ce monde, il y a trop de bruit, je ne peux pas raconter mes histoires. Je m'en vais. Eh, si tu te fous de la gueule, tu sors. Si tu te fous de la gueule du film, tu sors, là. Je me fous pas de la gueule du film. Il y a des trucs que j'aime pas à la fin, mais je me fous pas de la gueule du film. C'est un film très intelligent, mais très cérébral aussi. Donc je trouve que sa mécanique interdit quelque peu le ressenti émotionnel. Mais Yannick, tu es très intelligent et très cérébral aussi, n'est-ce pas? mais peut-être parce que c'est mes biais cognitifs à moi. Je n'ai aucune réponse sur mon ressenti véritable. C'est des questions que je me pose. Parce que je n'ai toujours pas compris comment je peux voir ce truc, me dire putain, c'est mal. Putain, c'est fort là-dessus. C'est fort là-dessus. Et c'est fort là-dessus. Et en même temps, je le regarde à distance. Je l'ai regardé avec une telle distance que le dernier tiers du film, donc, qui est celui où on revient un peu dans le monde de la femme à Londres, m'ennuyait presque. Je m'ennuyais. Donc ça prouvait bien que ça ne me touchait pas émotionnellement. Et pourtant, je vois tout ce que le film cherche à faire. Donc c'est très bizarre. Mais nous allons parler de ça. Bring it on. Don't fuck with me. Allez, lis ton texte, j'ai hâte d'écouter ça. Non, je pense que tu vas pas tout comprendre. Non, si, je rigole. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui, je suis bien emmerdé, puisque je me retrouve dans un cas de figure que je déteste, et qui, j'imagine, arrive parfois aux amoureux du cinoche. À savoir, évoquer un film dont on perçoit toute l'ambition théorique, dont on reconnaît l'audace de la proposition formelle, dont on sent bien le désir de jouer avec les sens comme avec les jugements moraux, pour y déceler la fragile lueur d'universalité, mais qui pourtant ne t'émeut ou ne t'implique jamais, au point de rendre sa perception complètement schizophrénique. Et c'est d'autant plus rageant quand il s'agit du dernier film d'un réal dont on admire absolument toutes les œuvres et que l'on place au panthéon du 7e art. Je parle bien sûr, ou hélas pour moi, je ne sais pas trop encore, de 3000 ans à t'attendre, d'un George Miller dont le désormais fondamental Fury Road s'est posé comme l'un, voire le meilleur film des 20 dernières années. Et ce n'est ni le changement de registre, auquel Biner nous a toujours habitués, ni même les contre-pieds au conte fantasmagorique qu'il investit, inévitable chez celui qui a toujours rendu amer les fausses victoires de ses protagonistes, qui posent un problème de ressenti. Mais sans doute autre chose que j'ai encore du mal à définir. Bref, chronique en forme d'interrogation. There's no story about wishing that is not a cautionary tale. We all have desires, even if they remain hidden from us. But it is your story, and I cannot wait to see where it goes. Oh, how it might end. Hello. Hello. He'll be staying for a while. I'm beginning to wish we'd never met. Don't say that! Make a wish! Save yourself! Déjà, dès la première phrase, je dis un truc où les gens vont pas forcément être d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Miller est un idéaliste désenchanté et chacun de ses films est une forme de conte cauchemardesque où l'être humain, eût-il pris l'apparence d'un cochon ou d'un pingouin, cherche désespérément sa place dans le monde et plus encore au milieu de ses congénères, dont la constitution en groupe, en communauté ou en civilisation est source des plus grands paradoxes et des plus grandes contradictions. Et si le conte domine sa filmographie, lui qui s'interroge depuis toujours sur ce qui nous définit, c'est qu'il est par essence le premier vecteur de questionnement de la condition humaine, le ferment originel, celui qui constitue la transmission orale en même temps que les dessins sur les parois d'une grotte en ont initié la représentation. Et le conte est cruel, comme tous les films de Miller, parce qu'il est affaire de morale, non vis-à-vis de l'homme, mais vis-à-vis de son rapport à l'autre, sans lequel il ne saurait exister. Il n'est donc pas affaire de moralisation, qui est le triste penchant de la création contemporaine, dont 3000 ans à t'attendre est l'exact contre-pied. T'as ce truc propre à Miller qui est... Enfin, le mec est suffisamment sincère pour pas être dans la manipulation, mais il met en exergue les leurs. Et... on a beau vouloir croire au final positif de Happy Feet, il ne l'est pas. On a beau vouloir croire à une réussite au final d'un Mad Max, elle ne l'est pas. Même les sorcières d'Eastwick, au final, qui
qui marque l'émancipation de ces femmes, finalement, on se termine toujours avec un petit truc amer derrière. C'est marrant que tu cites celui-là, parce qu'en fait, c'est précisément, à mon avis, le référent. C'est peut-être. En fait, les sorcières d'Eastwick, en fait, à la fois dans la représentation de la créature, à la fois dans le désir féminin, à la fois dans tout ça, c'est clairement les sorcières d'Eastwick, le film. Hein. Mais je pense pas pour autant. Je pense qu'il va au-delà de cette question-là. En fait, je pense que 3000 attendants ne se posent pas en question. C'est facile de pouvoir se dire qu'il y a une forme de question féministe là-dedans, puisque tu es sur un personnage féminin et 3 personnages féminins à travers l'histoire. Mais je pense que tout le film te dit que homme, femme, peu importe. C'est pas la question. La question. Ça n'a jamais été la question. Le vrai film, qui pour moi se distingue dans la filmographie et qui est peut-être au final mon préféré avec Fury Road, parce qu'ils sont les deux facettes de la même pièce, c'est Babe 2. C'est Happy Feet 2. Happy Feet 2, qui est un idéalisme absolu, non désenchanté. C'est le seul film, en fait, et c'est marrant, parce que c'est le seul film de Miller intrinsèquement optimiste, entre guillemets, et qui véhicule une foi absolue en l'humanité. Et c'est son film qui s'est le plus bidé, quoi. Enfin, c'est quand même dingue de te dire... Tu vois, que je me disais ça, je me disais, en fait, ce mec-là, dans son idéalisme désenchanté, recherche une pureté, recherche cette foi de se dire qu'est-ce qui nous permet d'être humain, qu'est-ce qui nous constitue humain, et que finalement, le film où il l'embrasse, c'est celui où on ne l'écoute pas, où on ne le regarde pas. Et pour moi, c'est un des films qui m'a le plus bouleversé au monde. C'est Happy Feet 2, que jusqu'à ma mort, je défendrai bec et ongle comme le plus grand film d'animation jamais fait. Hein, tu vois, mais vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu et total. Et quand j'écrivais ce truc-là, je me disais, vraiment, ouais, il est complètement différent. Là où malgré toute la subtilité que peut avoir, la complexité, les interprétations que peuvent avoir 3000 ans à t'attendre, il, pour moi, s'inscrit plus logiquement dans une suite des sorcières d'Eastwick, de Mad Max, de Babe. Ça s'inscrit plus dans ces logiques-là, sauf Happy Feet 2. Le film n'est donc pas une surprise de la part du réel de Mad Max, ni vraiment un film somme que l'on voudrait dépeindre, mais plutôt l'aboutissement logique d'une longue réflexion de Miller, qui revient à la source de ses interrogations à travers une relecture malicieuse de la mère de tous les contes célèbres, Les 1001 Nuits, dont l'improbable narratologue, et narratrice d'ailleurs, incarnée par Tilda Swinton, n'est qu'une variation intelligente, parce que dépendante des histoires qu'elle se raconte, de Scheherazade. Plus qu'une ode à la puissance évocatrice des histoires, que l'on ferait le choix ou pas de promouvoir dans un monde moderne qui les rationalise par l'injonction d'une science qui se voudrait omnipotente, le film dévoile le constat de sa consubstantialité à ce qui définit l'être humain. Comme pour dire, en faisant glisser brillamment le conte mythologique vers celui d'une histoire d'amour, terme qui à lui seul veut tout dire, que l'homme raconte parce qu'il est par essence ce qu'il se raconte. Je me pose encore la question du ressenti, parce que quand je lis ce truc, en plus, ça devrait me stimuler, même ne serait-ce que intellectuellement, parce que j'adore ce contre-pied à tout. J'adore, mais pourquoi le ressenti n'y a pas été ? C'est que je l'ai compris sur le tard. En fait, quand je suis sorti du film, la première chose que je me suis dite, c'était « Je ne comprends pas la valeur des histoires que raconte le djinn par rapport au postulat des personnages. » C'était ça mon problème. C'est-à-dire que je voyais cette narratologue qui ne vit que par son travail, qui vit dans les histoires qu'elle fantasme et qui ne s'en construit pas elle-même, qu'en tout cas se rassure en se persuadant qu'elle est très bien comme elle est, seule, sans amour, sans rien, qui rencontre ce djinn-là, qui veut aborder ses vœux. On est dans le contre-pied, je refuse de faire des vœux parce que je ne suis pas dupe, je suis intelligente, donc c'est mon cerveau qui parle, ce n'est pas mon ressenti. Et là, le djinn va pour lui raconter 3 histoires. Donc, dans la mécanique qui m'amène à ça, que j'accepte totalement dans le film, puisque j'accepte que tout d'un coup, le djinn va me raconter un peu, comme dans le Bayona, qui établit des règles, là il établit des histoires qui donc forcément pour moi me dire, oh, c'est des histoires qui vont servir à, entre guillemets, progressivement régler la problématique de cette femme, qui est la seule, fondamentalement, à ne pas voir qu'elle est profondément solitaire et en manque d'amour. Mais... sauf que la question, elle se pose de... Quelle est la véritable problématique de ce personnage ? Est-ce que sa problématique est une problématique humaine, ou est-ce qu'il y a une problématique en fait, qui est liée à sa fonction ? C'est-à-dire, parce que c'est un objet théorique, le film. Complètement. C'est quoi son nom à ce personnage ? À la narratologue, là ? Ouais. Je me rappelle plus. Alicia. Alicia, oui, c'est vrai. Alicia, tu sais ce que ça veut dire ? Non, je me rappelle. La vérité. Ah, intéressant.
Voilà. Donc le truc, c'est que c'est ce qu'elle est en recherche de vérité. Ou elle est en recherche depuis de toujours. vérité. Mais... À travers la mythologie, à mais travers façon, le conte, en fait. C'est ce que je dis. Quand je dis tout le film est à la recherche de la vérité, de qu'est-ce que signifie le conte. Là où moi, je pense pas que c'est une ode, simplement, si tu veux, à l'histoire qui est fondamentale, je pense que se raconter des histoires, c'est ce qui fait de nous des hommes. Point barre. Au-delà de le choisir ou pas. On ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans une histoire. Et je pense que si tu veux, toute la façon dont il dépeint la dernière demi-heure du film, c'est une réponse que je trouve par instant un peu lourdingue, mais on en parlera tout à l'heure, mais une réponse à ça. C'est-à-dire, ce monde peut considérablement vouloir, entre guillemets, tuer les histoires ou les rationaliser ou ne pas les prendre pour ce qu'elles sont. Il n'y arrivera jamais dans le sens où nous sommes une histoire. Toutes les histoires enchevêtrées et gorgées de symboles visuels magnifiques qu'évoque cette narratologue solitaire et ce djinn abandonné à qui elle refuse de soumettre des vœux qu'elle se refuse à elle-même, ne sont que la traduction d'un parcours introspectif menant à cet inévitable constat. Mais avec l'amertume finale, là encore, d'une fausse histoire d'amour, racontée comme un conte ouaté pétri de fulgurances cruelles, qui s'achève malgré tout sur une solitude. On pourrait penser solitude de l'artiste, mais surtout solitude de l'individu, dans un monde actuel, parasitaire et divisé, comme le montre le film, qui meurt littéralement de ne plus avoir l'autre pour se raconter son histoire. Et la grande force iconoclaste du récit, qui est peut-être aussi la raison pour laquelle il perturbe le ressenti émotionnel, est de témoigner de cette solitude en faisant croire que les 3 portraits de femmes racontés par le djinn tissent des liens et des enjeux par rapport à l'héroïne narratologue, quand c'est en réalité le djinn, toujours victime solitaire de ses désirs impossibles ou contrariés, qui en est l'incarnation. Quand je te dis, je pense que le problème du ressenti, il vient que, à partir du moment où il commence à raconter ces 3 histoires-là, qui ont chacune, entre guillemets, une valeur différente, puisqu'on passe d'une histoire très... qui est quand même inspirée de la Bible, hein, je veux dire, le roi Salomon, là, pour le coup, on n'est même pas dans un univers historique, on est dans un univers biblique, qui passe à un univers historique derrière, qui est pour le coup, Soliman, tout ça a réellement existé, jusqu'à la symbolique de cette femme brillante, mais enchaînée, enfermée dans une pièce, qui va compenser son esclavagisme, entre guillemets, par une soif absolue de connaissance. Mais, si tu veux, je pense que, à partir du moment où il me posait ces trois histoires qui me racontent, moi, mon cerveau, et c'est mon biais cognitif, peut-être, mon cerveau s'est immédiatement mis en mode décodage, qui était de dire qui sont ces 3 femmes et qu'est-ce qu'elles veulent dire par rapport au personnage de la narratologue et à son potentiel problème au départ. Sauf que, en fait, non mais, c'est ce que je dis dans le texte, sauf que c'est 2 jours après que j'ai repensé à ces histoires, parce que je l'ai vu qu'une fois le film, donc je l'ai vu rapidement, que j'ai repensé aux histoires, je me suis dit non mais en fait, la meuf, c'est le djinn. En fait, tout ce que ces histoires racontent, c'est la construction de sa psyché actuelle. C'est-à-dire, si tu veux, quelque part... Ça, c'est évident, mais c'est la même chose évident, que... mais ça m'est pas apparu évident. C'est pour ça que je ne suis pas rentré, peut-être émotionnellement dessus. C'est-à-dire que la séduction de la reine de Saba, j'ai pas fait le lien, moi, immédiatement, je parle de moi, donc c'est peut-être mon défaut intellectuel, mais je n'ai pas fait le lien immédiat avec elle-même, Alicea, si tu veux, amoureuse d'un type qui se fait séduire par une autre nana et qui se retrouve fucké. Là où le djinn se retrouve fucké, exactement comme elle. Dans la 2e séquence, il s'invisibilise, le djinn. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est là, mais plus personne ne le voit, comme cette nana qui s'enferme dans son monde et que plus personne ne voit. Pour, au final, compenser ça par une plongée totale dans la connaissance, quitte à vouloir être enfermé littéralement. En fait, c'est l'histoire du djinn. Le djinn raconte sa propre histoire. Bien sûr, mais je l'ai pas vu, moi, ça. Tu vois, et donc, du coup, je pense que ça fait partie des choses qui ont fait où j'étais là. Et du coup, j'étais dans la réflexion plus que dans le ressenti. Et je me dis, je ne comprends pas à quoi servent ces histoires. Et je l'ai compris après coup. La façon dont Miller, à travers une mise en scène paradoxalement d'une délicatesse extrême, instille cette cruauté inhérente à la fonction du conte, à l'image du leurre rassurant mais implacable des Happy Feet, est intellectuellement bluffant et mène son idéalisme vers un désenchantement presque plus marqué que dans ses précédents films. Le contraire du fantasme merveilleux que l'on accole au conte et qui en général en est une forme de trahison. C'est peut-être aussi pour cela qu'à travers nos biais cognitifs actuels, où l'on veut moins croire aux mythes qu'aux métaphores rassurantes, ce que dit texto le film en introduction, il m'a été difficile d'être ému par le constat amer, qui est le même que celui qui conclut Happy Feet ou Fury Road, et que l'on pourrait transformer par une question similaire,
Où devons-nous aller, nous qui errons sur cette terre désolée, en quête de la meilleure histoire de nous-mêmes? C'est ce que doit se demander le personnage de Tilda Swinton, marchant au final vers l'horizon aux côtés du djinn qui n'est qu'elle-même, c'est-à-dire seule au fond, au milieu d'autres qui s'ébrouent autour d'elle. Je me suis aussi trop laissé perturber par des choses que j'aime moins. Les choses que j'aime moins, c'est... Il y a beau y avoir dans Fury Road ou dans d'autres films certaines phrases un peu sporadiques, voire une citation qui sont vecteurs de sens, je cite celle de Fury Road à la fin, il y a dans celui-là des choses très littérales auxquelles je ne suis pas habitué chez Miller. Et qui m'ont un peu emmerdé. C'est-à-dire aussi bien cette espèce d'échange final entre elle et lui sur l'homme est capable de grandes choses, nous sommes une poussière d'étoiles, enfin, qui sont un petit peu des choses assez galvaudées, en fait, et qui sont dites de manière assez littérale et un peu plan-plan, je trouve, dans le film, comme toute cette petite scénette. Et alors, si tu veux, c'est ma construction mentale à moi. Ce que j'aime bien chez Miller, dans beaucoup de ses films, c'est ce qu'il y a au bord du cadre, voire en dehors du cadre. Il y a toujours une notion de visible et de caché. Ce qui est intéressant dans Fury Road, c'est cette façon de centraliser les personnages au cœur d'un cadre et pourtant de te faire vivre sur les côtés. Et tu regardes, et moi je le prenais comme ça en fait. Donc si tu veux, le fait que le film se passe à Istanbul, en partie, le fait qu'on te parle beaucoup au départ de science, de rationalité par rapport aux histoires, et qu'en même temps tu vois autour que des gens finalement religieux, des femmes en burqa, des choses comme ça, que quand on arrive à l'establishing de Londres, qui est la première fois qu'on te présente Londres, et que le seul establishing qu'il y a de la ville, c'est un establishing où dans une rue, tu vois passer un mec en turbané, tu sais, genre le Paki en turbané, et une femme en burqa intégrale qui se croisent. Donc il y avait toute cette notion de bord du cadre. On a beau dire ce qu'on a beau dire sur les histoires, il y a quand même des gens croyants, il y a quand même des gens qui croient à des histoires, qui se racontent des choses. Donc tout ça, moi, avait quelque chose sur le caché, le visible, qui m'intéressait et que je trouvais finalement facilement dénaturé par toutes ces petites scénettes avec les vieilles d'à côté qui te sortent l'espèce de discours un peu nationalistico-droitier qu'on entend un peu partout dans les médias, qui sont facilement pointés du doigt, à qui je trouve que amener le gâteau qui fait fondre à la fin est un peu... Tout ça, tous ces petits trucs-là... Ça ne règle pas la problématique. Je dis, tous ces petits trucs-là, je les ai trouvés lourdingues. Ils ont parasité pour moi des choses qui étaient plus cachées, à mon sens, dans le film, et que j'ai pas vues du premier coup. Voilà. J'essaye juste de comprendre pourquoi j'ai pas ressenti d'émotion. Je me dis pourquoi je ressens de l'émotion quand je regarde Barton Fink ou Paprika, qui sont des objets quand même extrêmement intellectuels et cérébraux. Pourquoi dans celui-là, je le ressens pas? Et je te dis, je n'ai pas la réponse, sauf si ce n'est que je me suis peut-être leurré sur... J'ai compris qu'on était dans un objet... Peut-être que j'attendais de l'émotion, que j'ai vite compris que c'était un objet théorique, que donc j'ai essayé... en même temps que je le voyais, de le décrypter, et comme je me plantais sur le prisme à travers lequel il fallait le prendre, je m'auto-énervais, si tu veux, entre guillemets, qui fait que peut-être je me disais, je ne comprends pas, et donc j'ai pas apprécié le film, et derrière je me dis, ah, je comprends ce qu'il veut faire. Voilà, cette opération... Pas du tout. Voilà, la Minute Yannick Danse, c'est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez aller en description pour regarder plein de trucs sur les podcasts et tout ça, plein de choses que je ne comprends pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film, succès surprise au box-office, qui a déjà fait un buzz monumental. Je parle de Everything, Everywhere, All at Once, avec Michel Yeo. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Ciao.